En 1199, une flèche solitaire tua le roi Richard Ier. Juste avant de mourir, Richard rencontra son meurtrier et découvrit qu'il n'était qu'un garçon. Lorsque le roi lui demanda pourquoi il avait agi ainsi, ce simple garçon lui cracha une réponse troublante. Nous reviendrons sur cette histoire plus tard. Après le premier, le légendaire cœur de lion était le dernier-né de la portée de ses parents. Il vit le jour, le 8 septembre 1157, probablement au palais de Beaumont à Oxford, en Angleterre. Il était le troisième fils du roi Henri II d'Angleterre et de la redoutable Éléonore d'Aquitaine. Son frère aîné, Guillaume, mourut avant sa naissance, le rapprochant d'un pas du trône et de tous les troubles qui l'accompagnaient. Compte tenu de sa position dans la hiérarchie familiale, Richard ne semblait pas du tout destiné à monter sur le trône. Pourtant, il était sans conteste le favori de sa mère Éléonore, ce qui le plaça dans le collimateur d'Henri II et d'Henri, le jeune roi. Mais Richard était né pour la grandeur, et il avait un lignage de conquérants pour le prouver. Du côté de son père, il descendait de Guillaume le Conquérant, tandis que la lignée de sa mère le reliait au roi anglo-saxon et à Alfred le Grand. Ses ennemis voyaient en Richard le monarque médiéval idéal, une sorte de roi chevalier courageux et généreux, mais aussi redoutable en tant que guerrier. Ses prouesses martiales deviendraient légendaires, mais il n'était pas un saint. Ses ennemis, et parfois même ses alliés, l'accusaient d'avidité, d'orgueil, de luxure et d'un appétit pour la brutalité qui rivalisait avec sa soif de victoire. Tôt dans la vie de Richard, son père prévoyait de le marier à Alice, comtesse du Vexin, la fille de Louis VII de France. Cet arrangement était bien plus qu'une union romantique. C'était une stratégie politique visant à sécuriser la paix entre l'Angleterre et la France. En 1169, les deux rois s'accordèrent enfin sur les fiançailles, mais le jeune Richard n'avait aucun attachement pour sa nouvelle fiancée, ni pour la paix. En 1173, Richard et ses frères en avaient assez d'attendre que leur père abdique le trône. Ils prirent alors une décision désastreuse qui allait les hanter. Ils décidèrent de s'emparer du trône de leur père par la force. Après avoir rallié ses soutiens locaux, Richard marcha audacieusement sur la ville de La Rochelle, avant de se replier finalement à Saintes. Là, il fortifia ses défenses et attendit l'inévitable contre-attaque de son père. Richard n'était pas encore tout à fait le cœur de lion. Comparé à son père, il n'était qu'un jeune lionceau pleurnichard. Les forces d'Henri II attaquèrent Saintes et remportèrent un succès incroyable, capturant la majeure partie de la garnison de Richard. Ce fut un désastre, mais le lion, au cœur de lionceau, parvint à s'échapper avec une poignée de ses combattants les plus loyaux et se terra pour le reste du conflit. Ses autres frères ne s'en sortirent pas beaucoup mieux. En septembre 1174, Richard se retrouva totalement seul et exclu d'une trêve entre Henri II et Louis VII. À court d'options, il se rendit à la cour de son père et implora son pardon. Le jeune cœur de lion s'agenouilla en larmes devant son père. Étonnamment, Henri II eut pitié de son fils et lui accorda le baiser de paix. Cependant, son père ne le laissa pas s'en tirer à si bon compte. Après avoir fait la paix, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Henri II aurait pris la fiancée de Richard, Alice de France, comme maîtresse. Le scandale rendit le mariage impossible selon la loi de l'Église, mais Henri s'accrocha à la dot qui accompagnait sa main, le précieux territoire du Vexin. Pris entre scandale et tragédie, Richard patienta. En 1175, en guise de punition supplémentaire pour sa révolte, Henri II envoya Richard en Aquitaine pour punir les barons qu'il avait soutenus lors de sa rébellion. Mais ce plan se retourna contre Henri de manière spectaculaire. C'est au cours de cette campagne brutale que Richard gagna le respect des barons
et acquit le surnom de Cœur de Lion. La prochaine fois qu'il ferait face à son père, il ne serait plus un lionceau. Pour Richard, il avait encore un compte à régler avec son père. Ainsi, lorsque le roi ordonna à Richard de rendre hommage à son frère aîné, Henri le jeune roi, Richard refusa catégoriquement. Après tout, son père avait déjà pris sa fiancée pour en faire sa maîtresse. La scène était prête pour une nouvelle querelle familiale, et elle serait sanglante. En 1183, Richard en avait assez de vivre dans l'ombre de son père. Le rusé Cœur de Lion forma alors une alliance stratégique avec Philippe II de France, le fils de 22 ans de l'ex-mari d'Éléonore, et vieil ennemi d'Henri II, Louis VII. Leur partenariat renforça la position de Richard contre son père. Mais il pourrait avoir eu d'autres motivations, peut-être romantiques. Le lien politique entre les deux hommes déclencha des rumeurs selon lesquelles leur relation pourrait avoir été plus que stratégique. Un chroniqueur nota que, en signe d'unité, les deux rois partagèrent un lit. Cependant, certains historiens écartèrent l'idée d'une romance, suggérant qu'il s'agissait plutôt d'une version médiévale d'une séance photo pour montrer la coopération des deux rois. À ce jour, le partage de lit entre Richard et Philippe reste au centre d'un débat séculaire sur les véritables désirs du cœur de Lion. Le 4 juillet 1189, Richard mit son alliance avec Philippe à profit. S'unissant aux Français, il marcha contre son père à Ballan et l'emporta. De toute évidence, sa victoire fut trop dure à supporter pour son père vieillissant. 2 jours plus tard, Henri II rendit l'âme, et Richard monta sur le trône en tant que roi d'Angleterre, duc de Normandie et comte d'Anjou. Richard ne perdit pas de temps pour préparer l'ambition de sa vie, lancer la 3e croisade. Le seul problème était que la couronne était pratiquement ruinée. Il décida alors d'organiser une immense vente de garage, vendant tout ce qu'il pouvait mettre la main. On raconte qu'il était si à court d'argent qu'il déclara un jour « J'aurais vendu Londres si j'avais trouvé un acheteur ». Sans surprise, la stratégie de Richard finit par porter ses fruits, et il réunit assez d'argent pour lancer une croisade visant à reprendre Jérusalem à Saladin, le premier sultan d'Égypte et de Syrie. Dès l'instant où il entra dans la mêlée en Terre Sainte, la légendaire résilience de Richard fut pleinement exposée. Malgré une grave maladie semblable au scorbut, il insista pour participer lui-même au combat. Armé d'une arbalète et porté sur une civière, Richard abattit les gardes le long des murailles d'Acre. Malheureusement, ces efforts héroïques ne portèrent jamais vraiment leurs fruits. Les conflits entre les croisés firent dérailler l'objectif ultime de Richard de reprendre Jérusalem. Pire encore, des menaces domestiques contre sa patrie l'obligèrent à faire la paix avec Saladin et à reprendre la mer pour rentrer chez lui. Mais il avait encore moins d'amis sur la route à travers l'Europe de l'Est qu'en Terre Sainte, et son voyage faillit lui coûter la vie. Sur le chemin du retour de la 3e croisade, le voyage de Richard prit une tournure désastreuse. Une terrible tempête détourna son navire de sa route, le laissant échouer près de Venise. Pour éviter ses nombreux ennemis dans la région, il se déguisa en chevalier templier. Mais sa chance, déjà mauvaise, empira encore lorsque Léopold d'Autriche le captura près de Vienne et le fit prisonnier. Les choses allèrent de mal en pis le 28 mars 1193, lorsque Léopold transféra Richard à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Henri VI, qui le fit enfermer dans le château de Trifels, et il s'avéra que sa liberté coûterait une fortune. L'empereur fixa la rançon de Richard à une somme colossale de 150 000 marks, équivalent à 100 000 livres d'argent, soit environ 2 à 3 fois le revenu annuel de la couronne anglaise. La rançon était si monumentale, même pour les standards médiévaux. La mère de Richard, Éléonore, dut trouver des moyens ingénieux pour réunir les fonds avant qu'il ne soit trop tard.
Pendant que Richard languissait en captivité, sa mère lança une campagne acharnée pour lever la rançon. Elle imposa des taxes aux clercs et aux roturiers, allant même jusqu'à confisquer des trésors d'église. Mais le reste de la famille semblait désireux de le garder enchaîné. Alors qu'Éléonore travaillait à sa libération, le frère de Richard, Jean, n'était pas si enthousiaste à l'idée de le voir revenir. En fait, Jean s'associa au roi Philippe de France et offrit à l'empereur 80 000 marks pour garder Richard en prison. Heureusement pour Richard, Henri VI refusa, exposant ainsi la trahison de Jean. Le 4 février 1194, Richard obtint sa libération grâce à la livraison sécurisée de la rançon. En apprenant la nouvelle de la libération de son frère, Philippe de France avertit Jean. « Prends garde à toi, le diable est lâché. » Pendant la captivité de Richard, Jean s'était rebellé et avait collaboré avec Philippe pour revendiquer des parties de la Normandie, y compris le Vexin normand. Cependant, avec le retour de Richard, Jean craignait peut-être les conséquences de sa traîtrise. Étonnamment, à son retour, Richard pardonna à son frère et le nomma même comme son héritier, remplaçant leur neveu Arthur. Mais il voulait que tout le monde se souvienne de qui était vraiment le roi dans ces contrées. À son retour, Richard entreprit une campagne pour reprendre ses territoires à son ancien allié, Philippe de France. Dans le cadre de ses efforts, il investit ses ressources dans le château Gaillard, une forteresse de pointe en Normandie. Le projet coûta une somme énorme, plus du double de ce qu'il avait dépensé pour tous les châteaux d'Angleterre. Mais Dieu ne semblait pas très satisfait de ces dépenses somptueuses. En mai 1198, alors qu'il supervisait la construction du palais, Richard et ses ouvriers reçurent un terrible présage. Sans explication, une pluie de sang s'abattit sur eux. Bien que certains conseillers y virent un mauvais augure, le cœur de lion l'ignora, restant fidèle à sa réputation d'intrépide. Cependant, à ce moment-là, Richard aurait vraiment dû renforcer sa garde personnelle, car le 26 mars, sa chance légendaire s'épuisa enfin. Lors d'un siège, pour reprendre certaines de ses terres à Philippe, une flèche d'arbalète perdue le frappa à l'épaule. La blessure devint rapidement gangreneuse, et la vie du cœur de lion ne tenait plus qu'à un fil. Le carreau errant s'avéra, en fait, être un tir bien ajusté par un arbalétrier habile. Richard exigea d'affronter son assaillant, mais fut choqué lorsqu'il découvrit de qui il s'agissait. L'arbalétrier expert n'était pas un homme, mais, selon la plupart des rapports, un jeune garçon. Le garçon confessa qu'il cherchait à venger la mort de son père et de ses frères. La réaction du cœur de lion fut encore plus choquante. Malgré sa réputation de cruauté, Richard fit preuve d'un rare moment de compassion envers son assassin présumé. Il pardonna au garçon, déclarant « Vis, et par ma grâce, vois la lumière du jour. » Malheureusement, Dieu ne montra pas la même miséricorde à Richard. Le 6 avril 1199, Richard succomba à sa blessure infectée dans les bras de sa mère bien-aimée. Sa mort inattendue, aux mains d'un simple garçon, cependant, ne fit qu'ajouter à son statut légendaire. Sa fin poétique inspira l'expression. Le lion fut tué par la fourmi. Merci de regarder History Exprose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factor Nate, pour plus de faits incroyables sur tout.